Donc, je vais laisser maintenant Jean-Luc Noël intervenir. Il est psychologue clinicien à l'hôpital Sainte-Périne et le titre de son intervention, Anticiper, rester acteur de sa vie et soucieux de ses choix, je crois, va beaucoup se reposer sur son expérience clinique et ce qu'il a pu entendre au cours de ses entretiens. Je confirme. Catherine est restée assise, donc j'en profite pour rester assis. Quand j'ai faim, c'est plus pratique. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que... Oui, je pense qu'à manger, surtout à 13h. Blandine nous disait tout à l'heure de changer de lunettes. Je crois qu'il faut tirer les conséquences un petit peu de ce qu'elle pouvait nous dire sur la perception qu'on peut avoir, nous, de nos contraintes et de notre quotidien, et la perception que les malades vont avoir de leurs contraintes et de leur quotidien. Et les deux ne se rencontrent pas forcément dans le même temps. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur Secaldi, sur l'annonce du diagnostic. C'est que vous allez annoncer un diagnostic à un moment donné, la question va peut-être venir 1 heure après, vous ne serez plus là. Et c'est vraiment ça, c'est la problématique générale d'une annonce d'une diagnostic d'une maladie grave qui se retrouve dans la maladie d'Alzheimer et qu'il faut véritablement qu'on prenne en compte pour organiser aussi une structuration de l'accueil finalement des questions et de cette réflexion sur qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que va être mon quotidien. Juste, en effet, je vous parlais, si vous permettez, de mon quotidien de soignant, de psychologue à Sainte-Périne, et en particulier sur l'hôpital de jour qui accueille des patients qui viennent d'être diagnostiqués de maladie d'Alzheimer et qu'on accompagne alors après pour suivre la sécurité sociale, pour évaluer, initier la thérapeutique, rééduquer, orienter, mais en même temps qu'on accompagne pour aider dans cette vision changée du quotidien. Et moi j'étais très surprise, je vais vous raconter un premier cas clinique, je raconte souvent des histoires pour ceux qui me connaissent, une femme que on nous invite à la prendre en hôpital de jour, en nous disant on lui a pas dit le diagnostic exact parce qu'on la sent très fragile, elle son mari, donc si vous pouvez le prendre, on va avancer tout doucettement pour lui annoncer ce diagnostic. On prend cette femme à qui je dis vous avez sans doute des troubles de mémoire, on peut vous aider. Elle accepte de venir et elle s'y trouve vraiment très bien dans les ateliers. Elle découvre avec grand plaisir les autres patients. Elle prend vraiment plaisir à être présente. Mais alors quand les autres disent moi j'ai la maladie d'Alzheimer, elle dit dis donc moi j'ai pas ça, moi on m'a pas dit. Elle est vraiment en train de dire non moi on m'a rien dit. Donc au bout d'un moment avec le médecin on décide de lui dire le mot et là la femme dit oui je comprends, oui merci. Et moi en bon petit psychologue je dis mais vous avez bien compris ce que le médecin a dit, vous avez la maladie d'Alzheimer, on reprend, et là elle nous regarde et dit mais vous allez m'angoisser. Et on s'aperçoit quand on regarde son parcours à elle avait depuis qu'elle ressentait ses troubles de mémoire, elle avait décidé avec son mari de déménager, de quitter Boulogne pour aller vivre en province. Elle avait engagé la vente de son appartement où elle habitait depuis 50 ans pour se rapprocher de sa fille. Justement, elle avait anticipé, elle était restée actrice de sa vie pour aménager tout ça. La seule chose qui l'a dérangée, c'est quand nous, finalement, comme pour nous délester, comme vous le disiez, on voulait dire mais c'est la maladie d'Alzheimer, vous avez conscience, ça va mal évoluer. Alors qu'elle, son quotidien, c'était d'aménager là au mieux sa vie. Et on est souvent surpris de cette différence entre nous, notre interrogation, et celle des patients. Hier, un médecin avec qui je travaille me dit je viens d'annoncer un diagnostic à une femme qui m'a dit oui mais ce matin j'avais pas d'électricité à la maison, j'étais obligé de me maquiller dans le noir, vous pensez que ça va se résoudre? Donc médecin est habitué au genre de réaction quand on annonce la mauvaise nouvelle, donc elle n'était pas perturbée par ça, mais les enfants étaient totalement décontenancés. C'est bien ça, cette temporalité. C'est-à-dire que cette femme n'a pas entendu, on peut parler de déni, on peut parler de mise à distance, on peut parler de banalisation, on peut parler de tas de choses. En tous les cas, c'était pas le bon moment. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aussi, en tant que professionnels, de se dire, il y a ce qu'on aimerait voir chez le patient, chez le malade, il y a ce qui peut nous donner. On imagine tous le bon malade à qui on annonce, qui dit merci, vous êtes vraiment très efficace, et qui dit j'accepte toutes les aides, j'accepte d'aller en maison de retraite, j'accepte de ne plus conduire, j'accepte les aides à domicile. Ça serait le malade parfait, le malade idéal qui existe. Il y a des gens qui sont très dépendants et qui prennent du plaisir à ce qu'on les manipule, mais généralement c'est pas ça. Généralement c'est du temps. On le voit en accueil en hôpital de jour, souvent les personnes sont réticentes à venir parce que pour eux ça veut dire, on leur dit vous allez venir avec 8 personnes qui ont aussi une maladie d'Alzheimer et qui ont tous des troubles, ça les dévalorise. Blandine en parlait bien, c'est admettre une faille, c'est admettre une faille narcissique et un manquement qui peut être insupportable. Mais pourtant, quand ils arrivent à venir et qu'ils découvrent ces échanges relationnels dont tu parlais, qu'ils découvrent le plaisir qui peut être pris à exister, à avoir du plaisir, à être reconnu par l'autre, et quelque chose véritablement là peut se passer et qui permet ensuite d'aborder sans difficulté les questions qui peuvent être difficiles à un moment donné sur une aide, sur abandonner la conduite et les thèmes habituels.
Juste l'autre précision, en tant que psychologue, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on annonce généralement une maladie d'Alzheimer à des personnes qui sont âgées. Et souvent, les patients le disent, quand on m'a dit la maladie d'Alzheimer, que j'avais ça, je me suis senti vieille, ou je me suis senti vieux, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est vrai qu'il y a cette problématique de la vieillesse, du travail du vieillir, qui en plus risque d'être entravé avec les troubles cognitifs, mais qui est aussi au premier plan. Et là, nous, on est une patiente qui est une femme très élégante, qui fait, entre guillemets, très jeune, qui est très séduisante, qui est vraiment au premier plan, et qui vient à l'hôpital de jour. Au début, on lui parlait de ses troubles de mémoire, mais elle n'en avait que faire. Bon, elle accepte de venir parce qu'elle doit nous trouver sympathiques, et elle n'arrête pas de nous parler. Et vous connaissez cette chanson de Jacques Brel, merveilleuse, Vieillir. Vous savez, cette chanson Mourir, ce n'est rien, quelle belle affaire, mais vieillir, vraiment, elle ne cesse de parler de ça. On lui parle de mémoire, elle fait oui, très bien, la mémoire, oui, moi aussi, elle est défaillante. Mais vous connaissez cette chanson, et elle est vraiment dans cette idée de la vieillesse plus que de la maladie d'Alzheimer et de son évolution par rapport à son histoire, par rapport à sa singularité, par rapport à ce qu'elle a vécu. Et c'est intéressant parce qu'un jour l'infirmière n'en pouvant plus, elle lui dit écoutez, on va l'écouter. Elle écoute cette chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est quand même rude. C'est pas une chanson évidente et facile. Et en effet, là, ça fait ressurgir après chez cette femme toutes ces angoisses de vieillir, de la mort, plus que de la maladie d'Alzheimer et du trouble de mémoire. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en accompagnant ça, maintenant, cette femme dit je suis vraiment très bien, je suis ravie quand je viens, et avec mon mari, je suis en train de voir pour trouver une maison de retraite parce que moi, je ne veux pas vieillir seule. Vous voyez, et c'est un peu dans ce sens-là qu'on avance dans l'accompagnement, dans la progression et dans le quotidien des patients, mais aussi en donnant cet espace de parole. Alors, je sais pas, moi, j'anime des groupes de parole. Les groupes de parole, c'est toujours une opportunité aussi pour des malades qui perdent la mémoire, qui perdent l'initiative, de saisir de sujets qu'ils pouvaient avoir oubliés. L'autre jour, il y avait une dame qui avait un bracelet comment on appelle ça ? Un téléalarme, et qui avait ça au bras à l'hôpital de jour. Donc je lui dis, mais ici, il sert à rien, il va pas marcher, vous êtes trop loin de chez vous. Et on commence à parler de ça. Quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il y a eu tout un débat sur la téléalarme, entre des patientes qui disaient, jamais ça chez moi, ça va pas, je veux pas être surveillée, je préfère mourir par terre. Et d'autres qui disaient, mais c'est intéressant, à qui je peux demander pour avoir cet outil ? Voilà, d'une manière toute simple, sans qu'on ait à le proposer. De la même manière, l'autre jour, une patiente très drôle arrive en disant, j'étais chez mon cousin, vous savez pas, il m'a fait rire, il a une convention obsèque. Et elle était, mais alors, amusée, elle me disait, mais il a même choisi la couleur et tout ça. Elle est d'un cynisme assez drôle. Et un débat s'est engagé là-dessus, sur la convention obsèque, et finalement aussi sur la perception de la mort, sur sa propre perception de la mort, et aussi de la maladie, de son évolution, et de ce qu'on peut mettre en œuvre pour être aidé. Et c'est ça que moi, je trouve intéressant dans l'annonce du diagnostic. C'est finalement un premier pas d'un contrat thérapeutique. C'est quelque chose qu'on va faire d'accompagnement du malade et qui marche bien. Moi, j'avais un patient qui était un vrai persécuté, limite paranoïaque et limite très méfiant, et qui arrivait avec sa petite mallette, qui notait tout ce qui se disait, et qui finalement a trouvé du bien-être à l'hôpital de jour, et qui disait, mais il faudra me dire, moi, faut me dire, le jour où je peux plus faire ça, faut me le dire, et je prendrai les conséquences qu'il faut faire. Et en effet, quand on lui disait, il dit, je vous remercie de me l'avoir dit, et il acceptait qu'une infirmière vienne à domicile. Et c'était intéressant de voir. Un jour, je lui ai dit, anticipons, vous voulez rester acteur de votre vie, acteur de vos choix, anticipons, peut-être qu'à terme, vous serez obligé d'aller en maison de retraite. Là, il me fait, oui, j'ai bien déjà pensé, mais c'est pas quelque chose d'agréable. Et avec lui, on a pu construire, je sais qu'il était très attaché à sa région d'origine, et je dis, mais est-ce que vous voulez retourner là-bas, ou est-ce que... Enfin, non, surtout pas, vous me mettez dans le 15e, j'habite le 15e, l'Aveyron, c'est bien joli, mais je veux pas y retourner, il y a que, je sais pas quoi d'ailleurs, mais il y a que ça. Excusez-moi, des vaches peut-être, des brebis. et donc voilà, il dit non, moi je veux rester près de là où j'ai vécu, et même si je vous parle longuement de ça, c'est un plaisir, mais c'est ce que je veux. Voilà, et on avance là avec lui dans une construction aussi du devenir, et quand je lui dis, quand je lui rappelais, mais c'est vous qui m'avez demandé de vous dire, il fait, ah oui c'est vrai. Sans se souvenir du moment sans doute, mais du lien de confiance qui pouvait être instauré. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais là, je suis un peu paumé. Oui, ça arrive. Vous me dites, j'ai pas regardé l'heure par contre. 2 minutes, je déborderai alors. Je compense sur l'année dernière où vous m'avez pris un quart d'heure. Je suis désolé. Pardon, excusez-moi, je vais au plus vite. Mais juste, par exemple, sur l'annonce diagnostique, je me souviens très bien de ce patient qui dit, je vous remercie docteur, qui disait au médecin qui lui avait annoncé, je vous remercie de me l'avoir annoncé, c'était un ancien pilote de chez Air France qui voyageait énormément, je vais organiser mon dernier voyage, maintenant que je suis encore capable de partir seul. Il est parti et fait un voyage sur les fjords en Norvège, il est revenu, il était ravi de pouvoir avoir fait ce dernier voyage.
Et d'autres. Quand je vous disais aussi sur ce monsieur avec qui on avait avancé sur la maison de retraite, il était même prêt à amener ses papiers, ses impôts, etc. à la séance sociale, chez quelqu'un qui est un peu paranoïaque, qui ne voulait pas tellement qu'on rentre, jusqu'au moment où sa femme dit bah, « c'est bizarre, il m'a dit ça, mais moi je ne suis pas d'accord hein. ». Et je crois qu'il faut aussi entendre, en tant que professionnel, on peut avoir tendance à oublier, c'est que multifactoriel, c'est que la famille aussi est présente. On voit ça souvent sur la conduite automobile, où moi j'ai des patients qui disent « mais moi je veux bien arrêter de conduire, mais ma femme ne veut pas », et à juste titre, parce que la femme ne sachant pas conduire, comment on fait pour aller dans la maison de retraite, comment la maison de campagne, comment on fait pour aller faire ses courses et comment on fait pour finalement vivre. Et c'est vraiment un paramètre qui est à prendre en compte aussi dans cette temporalité d'élaboration de la famille qui n'est pas forcément la même que celle des professionnels ni celle des patients. Mais ça, d'autres en parleront mieux que moi. Et vu qu'il me reste peu de temps, je vous raconte une dernière histoire. C'est un patient original, dirons-nous, qui est pris à l'hôpital de jour et qui, au bout d'un moment, ne vient plus parce que tout a un temps, et qui, un jour, au début de l'année, revient à l'hôpital de jour nous présenter ses vœux. Ah, il me fait « Ah, bonjour, monsieur Nollet, je voulais présenter mes vœux. » Donc, bien la mémoire qui fonctionne bien. Et il me fait « Vous pouvez sans doute m'aider, vous, ça a l'air d'être votre domaine. Vous savez que ma femme, elle m'emmerde. Mais vraiment, j'en peux plus. Je veux partir. Qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a pas des endroits qui peuvent m'accueillir. » Donc, je lui dis « Bah, si, on appelle ça des maisons de retraite, etc. » Il me fait, et je lui dis « Vous me permettez, je connais bien sa femme, que j'appelle votre femme et qu'on en parle ensemble. » Il me fait, oui, tout à fait. Donc je reçois le couple et il lui dit, bah oui, je te bouffe la vie et tu me cries dessus. Enfin, ils se bouffent la vie mutuellement. Donc moi, je vais aller en maison de retraite. Elle lui répond, tu crois que ça sera mieux là-bas, tu verras. Enfin bon, mais vas-y si tu veux. On arrive à organiser ça. Cet homme, donc, va en maison de retraite. Je le rencontre quelques mois après, à côté de l'école de mes enfants, parce qu'il habite juste à côté. Et je lui dis, bah, vous êtes là, vous êtes pas en maison de retraite? Et il me répond, ah non, ils étaient pires que ma femme. Vous voyez ? Et cet homme a une maladie d'Alzheimer, donc évidemment il devient de plus en plus déficitaire, mais voilà, dans rester acteur, on peut rester quand même assez longtemps. Et rire met en appétit. Merci. Deux mots avant le temps de remise des prix qui va nous conclure cette matinée. Je vous ai bien écouté. Je trouve que c'était intéressant d'entendre les uns et les autres rebondir autour de ce moment de l'annonce. Retard à l'annonce ou au contraire précipitation à faire un diagnostic. On est toujours finalement en tension entre ces deux éléments-là. L'annonce comme un instant ou comme un processus avec une temporalité. L'annonce toujours complexe mais avec une complexité qui tient aussi bien à celui qui doit la faire qu'à celui qui va l'entendre et tout son entourage. Donc on voit bien, et surtout à la différence entre les différentes personnalités des uns et des autres. Et je trouve que là, finalement, en balayant ce temps-là, un petit peu avant, au moment, un petit peu après, avec ces témoignages que vous avez su nous rendre très vivants, on arrive, je trouve, à être encore... On arrive. C'est une des vertus de l'éthique, c'est de continuer à s'interroger, de ne pas s'arrêter à des idées toutes faites, de bien saisir à travers ce vécu, à travers ces expériences professionnelles, combien effectivement on a encore du grain à moudre et qu'on pourra se retrouver encore de nombreuses années ici à Aix pour continuer à parler de ces questions-là.